Bonsoir, comme d'habitude, c'est Bayocassès avec nos invités qui sont revenus ce coup-ci. Ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus. Ce soir, nous avons Norfi. Norfi, comment ça va ce soir? Bonjour, ça va, très bien, et toi? Comment ça va, Samuel? Eh bien, ça va depuis la dernière fois, tout va bien. Voilà, depuis une semaine, il est de retour. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons Timothée, comment ça va? Ça va les gars, merci de m'inviter une deuxième fois, je suis content de vous retrouver pour cette deuxième podcast normand. Voilà, bah écoute, nous sommes ravis aussi de t'avoir parmi nous. Alors ce coup-ci ça va être assez libre parce que c'est vrai que la dernière fois on a reçu l'artiste Malpensant, le dessinateur suisse. Aujourd'hui on va essayer de parler sur des thèmes un peu plus larges de façon à donner nos stratégies, mais un peu plus, et on va essayer de pousser un peu plus sur des questions liées à la stratégie en Normandie, mais bien sûr ailleurs. Donc on va commencer par certains thèmes. Le premier thème abordé va être la stratégie face à l'invasion. Donc concernant la stratégie face à l'invasion, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais des suggestions, toi? Dans quelle perspective on se projette? Stratégie face à l'invasion, là on va être dans la perspective individuelle et communautaire. Un peu moins dans la perspective militante, parce que bon, voilà, on n'est pas... c'est pas notre domaine. Donc nous à Suavelos, c'est la communautarisation qui va aboutir à aller même plus loin que la simple amitié et la camaraderie à force. En ayant que nos domiciles soient vraiment très proches. Alors au mieux, dans un village, qu'on puisse se retrouver dans un village tous ensemble. Alors moi concernant, pour rebondir sur ta demande par rapport au point stratégique, donc tout le monde habite au même endroit. Le problème qu'on a actuellement à Suavelos, il faut le dire, c'est qu'on a beaucoup de jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore justement enracinés. Et moi ce que je demanderais à des personnes justement qui sont même d'ailleurs qui sont pas forcément normands, mais justement par exemple moi je vis à la campagne, j'ai je sais pas, je crois que c'est 2000 m² de terrain. Il y a possibilité de, si vous avez envie de travailler la terre ou même d'apprendre à tuer des animaux ou essayer de faire en sorte de développer des technicités, rien n'empêche en fait de faire ça déjà chez les personnes qui possèdent ce genre d'endroit. Pourquoi forcément attendre 10 ans que tout le monde soit installé pour pouvoir déjà mettre en place des choses? Je fais juste une parenthèse. Quand tu parles de tuer des animaux, oui. Je pense que tu fais référence à, par exemple, tuer un cochon pour se nourrir. Oui. Ah oui, voilà. On n'est pas des sadiques. Quels animaux, oui, c'est vrai. Pour l'instant, il y a des animaux qu'on ne peut pas encore chasser. Oui. Malheureusement, Non, mais je voulais juste apporter une précision technique en fait. Il s'agissait vraiment de, par exemple, non mais c'est intéressant. Tuer le porc, c'était une tradition avant, mais on parle bien de ça. Oui, voilà, je parle de certains animaux, bien sûr, qu'on avait déjà avant, depuis un certain temps chez nous. Excusez-moi de l'avoir interrompu. Mais oui, pour en revenir, c'est vrai qu'il y en ait un qui montre l'exemple en ayant sa maison, sa base autonome durable. Toi, c'est ce que tu essaies de faire. Et qu'il invite ses camarades. Piero San Giorgio. Pour l'aider à travailler sa terre, tout ça pour commencer finalement, avoir un exemple pour commencer, c'est pas mal. Moi j'irais même plus loin. En fait, quand je parle moi d'aider des Suavéliens de mon équipe, c'est pas juste qu'ils viennent chez moi pour m'aider, c'est pas la question. Il y a 2000 m² de terrain, s'ils veulent avoir une parcelle de terre où c'est considéré comme à eux, c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est eux pour nourrir leur famille. Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est que 2000 m² de terrain, moi je vais pas faire 2000 m² de terrain exploitable. Oui. Pour mes enfants, 500 mètres ça suffit, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc potentiellement il y a possibilité, je sais pas, au lieu de donner votre dîme à une certaine communauté issue de la secte de l'Étoile d'Or, mieux vaut ne pas donner de l'argent à Carrefour par exemple, et finalement faites vos propres légumes, et finalement déjà ce sera meilleur au niveau goût. Et en plus, déjà, oui, bien sûr, vous allez m'aider parce que du coup, pour gérer une parcelle de terrain, c'est mieux d'être à plusieurs pour tenir le fil, par exemple, pour faire quelque chose de bien au carré. Mais ça arrange les gens mutuellement, si tu veux. Oui, je le fais pas pour dire, tiens, il va y avoir des gens qui vont travailler chez moi et comme ça, ils vont retaper ma maison. C'est pas le projet. Ah merde. Voilà. C'est pas le projet. Après, si vous voulez faire vous faites ça. Si vous voulez être des commis, ses esclaves. D'accord. On va ramasser son coton.
En fait, je suis venu à Soleos rien que pour ça, en fait. Là. Donc, voilà, justement, on va rebondir. Alors, tu voulais dire Simulative Organs ? Écoute, il y a plusieurs choses à dire. L'idée déjà d'un village, j'y pense beaucoup en ce moment. Je pense au village des 300, mais dans la situation qui est la nôtre, un village pourra difficilement dans l'immédiat être un village physique. Dans un premier temps, ce sera un groupe de 300 personnes qui vont former un village virtuel, parce que pour l'instant, notre territoire, c'est encore majoritairement un territoire Internet. Et donc, on va devoir faire naître des projets sur Internet avant de les matérialiser dans la vraie vie. Le village a à peu près le même statut, c'est-à-dire qu'on va tendre vers le village réel, des 300 qui vont vivre. Alors ça sera, il faut pas fantasmer, ça sera par exemple au sein d'une même ville. Tu auras 300 personnes qui auront comme mission en quelque sorte de alors peut-être pas de se fréquenter, parce que fréquenter 300 personnes ça va être un petit peu compliqué, mais une fois par an de venir à un rendez-vous. Il y aura plusieurs rendez-vous annuels. On peut imaginer que dans une région, il peut y avoir 3 rendez-vous annuels, une brocante, un rendez-vous de type bourse aux vêtements, puisqu'à Soavelos, on va mettre ça en place très bientôt. Il peut y avoir un rendez-vous barbecue, et 300 personnes qui, sur une seule et même région, ont donné leur mail sur une mailing list, eh bien, donnent leur accord pour participer à un événement par an, essayer au sein de ces 300 personnes de fréquenter ou d'avoir des contacts parmi des contacts réguliers, alors avec toute la logique d'affinité qui règle les rapports humains. Moi, j'essaye de travailler à la mise en place, à l'instauration et de plusieurs, même pas d'un seul, village virtuel de 300 personnes. Et donc l'outil, pour moi, c'est les pratiques que je mets en place, donc le SERP, évidemment. Là, je travaille sur le projet brocante privée, donc une brocante Soavelos, où on se retrouvera entre nous pour une activité économique, où il y aura entre autres de la brocante, il pourra y avoir aussi du concert, il pourra y avoir des choses comme ça. Donc tout ça, je pense que ça peut se mettre en place, ça peut devenir très concret, à condition qu'il y ait de l'économie, qu'il y ait de l'affinité, bon ça c'est quelque chose qui se travaille au jour le jour, et puis de l'idéologie commune et de l'intérêt commun au jour le jour, c'est-à-dire qu'on ait de vraies raisons de se fréquenter. Donc on est vraiment en train de travailler à la création d'un réseau et d'une blanc-maçonnerie, mais l'idée du village pour moi est sans doute le modèle que l'on va adopter et sur lequel on va travailler pour accoucher de notre projet réel. C'est vraiment le schéma que je me suis donné, et toutes les activités que j'essaie de développer tendent dans cette direction-là. D'accord. On va rebondir aussi avec notre ami Samuel. Donc Samuel, au niveau de ta stratégie face à l'invasion, déjà, bon, on va rappeler un peu qui tu es. Alors, toi, tu es quelqu'un qui travaille plutôt dans un milieu, on va dire, service, voilà, parce qu'on essaie d'être assez large. Voilà, je pourrais dire ce que tu fais exactement. Mais donc, par exemple, est-ce que toi, tu as, par exemple, sachant que toi, tu aimes bien la musique, il me semble la musique plutôt hard rock, c'est ça, on peut dire hard rock. Est-ce que tu peux dire que la musique hard rock est plutôt communautariste ? Est-ce que tu l'as choisi d'ailleurs pour ça ? Est-ce que tu penses que ça peut être une stratégie aussi au niveau de la musique de se communautariser justement à l'aide de musiques qui sont plutôt pratiquées par des blancs, par exemple? Est-ce que ça peut être une idée, parce que j'ai déjà fait plusieurs festivals dans différents pays de ça, donc le Hellfest, le Metal Days en Slovénie, le Download à Paris, et effectivement il y a vraiment que des blancs à l'intérieur. Même les groupes eux-mêmes, c'est très rare de voir des musiciens noirs dans ce genre de musique. D'accord. Est-ce que tu peux dire si est-ce que les groupes de hard rock en général sont plutôt gauchistes, ou est-ce qu'ils sont plutôt modérés, ou est-ce qu'ils n'ont pas vraiment d'avis politique, ou est-ce que ça peut être vraiment de notre côté, c'est-à-dire des faf ou voire même des fans de tonton, quoi. Il y en a, hein. C'est dans le métal, ça regroupe vraiment beaucoup de
d'idées politiques, mais oui, par exemple, parlant de Lyon, je sais qu'il y a une scène NSBM, par exemple, National Socialist Black Metal. D'accord, je Une savais fois pas par ça. an, il y a des D'accord. concerts un peu privés. D'accord, et Comme ça. personne ne bloque ça, c'est encore Non, j'ai vu des accessible. affiches sur Facebook comme ça, mais D'accord, ça c'est très bon à savoir parce que ouais, je savais pas, ça c'est intéressant. après ils sont encore tout petits. Hein, Oui, mais mais bon, ça commence à prendre. Comme quoi, il y a, Oui. le pays évolue. c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de blancs dans ce style de musique-là. Après, j'ai pas choisi ça comme pour ça, c'est que Oui. bon, j'écoutais ça depuis tout petit, quoi. Mon père était fan d'ACDC, Iron Maiden, etc. D'accord. Je veux dire, c'est dedans. Sinon, au-delà de l'aspect ethnique, au niveau des idées. Ah bah, comme je disais tout C'est à quand l'heure, même, ça va partout en fait. Hein. Oui. Il y a des groupes que j'aime bien voir en live et ils s'expriment vraiment anti-Trump et tout ça. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut dire, bon, souvent quand moi pour le peu que je connais du hard rock, parce que étant dans le milieu artistique, bon, je connais un peu quand même le hard rock, mais pas autant que toi. Est-ce qu'on peut dire justement que le message a évolué? Est-ce que vraiment, si on part des années 60 à 80, c'était vraiment un, comment je veux dire, plus basé sur le côté profiter de la vie, vraiment le côté mai 68, c'est-à-dire même sans forcément le côté gauchiste, mais vraiment voilà, c'est sex, drogue and rock'n'roll, voilà, comme tu dis. Est-ce que là vraiment, enfin j'ai l'impression, alors je sais pas, c'est peut-être juste une impression, que ça a tendance à évoluer en ce moment et qu'il y a vraiment une conscientisation du phénomène racial et que les gens commencent un peu à, sachant que c'est une des seules musiques des blancs encore qui ne soit pas envahie, quoi. Pour l'instant, j'ai pas vu métalleux noir. Est-ce qu'on peut dire que ça évolue de ce côté-là, quoi, au niveau du Bah, c'est une message? très bonne question. Après, ça, je peux pas trop y répondre. D'accord. Parmi les jeunes groupes, peut-être, mais bon, après, les vieux groupes, ça a toujours été les mêmes. Après, peut-être que tu maîtrises pas l'anglais au niveau des paroles ou quoi, c'est plus pour le son. Bah, ça dépend en fait. Ça dépend du type de voix qu'exprime le chanteur, quoi. Si c'est des grosses voix un peu rauques, c'est un peu plus compliqué. Ok. Mais ça, je comprends. Après, tout milieu connaît ses lignes de fracture. Hein. Le milieu du métal connaît également des lignes de partage. Il y a des groupes qui sont plutôt identifiés comme étant à droite, avec leur thématique, et puis leur esthétique aussi. Et des groupes qui sont positionnés sur une base anti-chrétienne. AC/DC, par exemple, ça veut dire Antichrist et Death to Christ. Donc, quand on sait pas ça, on manque une partie du point de départ, quoi. Moi, je pensais que moi, justement, Ça, je CDC, savais pas. c'était juste par rapport aux prises. Bah, c'est ce qu'ils avaient dit, ouais, le guitariste, c'était ça. vraiment ça. Mais je savais pas ça. Là, ça, je savais pas non Bah, plus. il joue sur la double Oui. signification, en fait. Il y a aussi Ça l'autre m'étonne aspect. pas. Mais après, il y a des mecs, des métalleux comme Henry Rollins qui ont souvent joué qui étaient un peu borderline avec la thématique raciste. Rammstein aussi, qui ont parfois été accusés par les... Alors là, pour le coup, c'était un peu bête parce que je pense pas que Rammstein puisse vraiment être... C'est surtout l'aspect son industriel C'est vraiment, qui plus rappelle l'esthétique. Ils jouent sur une esthétique. voilà. Ils sont allemands et ils renoncent pas à un truc qui évoque esthétiquement le nazisme, alors que et même leur thématique. C'est vrai qu'en fait ils sont borderline aussi. Mais Rammstein. le métal est aussi, j'ai l'impression que c'est un genre c'est très jeu de rôle. En fait, On les joue un chanteurs rôle, ouais. jouent C'est un vrai. rôle, c'est-à-dire que je vois beaucoup qui vont utiliser des paroles satanistes, Ouais, qui ouais, vont ouais. utiliser, mais qui en fait dans la vraie vie, Ouais. finalement des fois sont très chrétiens. Ça, Ah, c'est ça, paradoxal. oui, Ça, j'en ai vu dans le Il y en a métal. qui se cachent même pas. Il y en a Par comme ça. exemple, Marilyn Manson, que j'avais Ouais, vu ouais. pendant le concert à Paris au Download, il a un tatouage avec ses initiales en forme de croix gammée. Bah, la réappropriation culturelle, c'est bien, justement, qu'ils utilisent, même si c'est pour troller, ou même si c'est pour. Enfin, juste Bah, pour. quand tu te le fais tatouer, voilà, on peut appeler ça du troll. Quoi. Bah, je pense que Marilyn Manson, son impasse, c'est que tu peux pas blasphémer si t'es pas croyant, quoi. Oui, c'est Donc vrai. le problème, c'est que lui, il aimerait blasphémer, mais que techniquement, et je pense qu'un mec comme lui, intellectuellement, doit avoir du mal à être dans le croire. Ouais, c'est un mec qui doit avoir du mal à être dans le verbe croire, quoi, à être dans la foi. Donc du coup, tu peux plus blasphémer, quoi. Ce qui était à la base son plaisir de gourmet, tu vois. Et il peut pas vraiment y accéder n'ayant pas la foi, quoi. Donc c'est un peu bizarre Dans cette une situation. société qui est déchristianisée, ça n'a plus tellement d'intérêt Oui, voilà. de blasphémer sur tous les toits. Parce que du coup, on n'est plus subversif. Et, c'est vrai que, en fait, le véritable athée aujourd'hui, Ouais. je fais une digression là un petit peu, mais le véritable athée, c'est celui à qui tu dirais qu'est-ce que tu penses de Dieu? Et le mec il dit mais Dieu c'est qui? Oui. Voilà, tu peux pas faire plus. Là c'est de l'uthéisme en fait. Ouais. C'est même le mec il sait même pas ce que c'est, quoi. Ouais. Mais pour rebondir sur le sujet, il y avait quand même des groupes comme Pantera qui ont donné des gages de racisme assez sérieux quand même. Il y a quelques années, la vidéo, je l'avais vue avec le chanteur Je te laisse. Anselmo sur scène, Je te laisse nous en faisant un dire. beau salut nazi en criant White Power.
Voilà. C'est sûr que c'est pas avec du reggae qu'on va voir ce genre de Et style. puis qui s'est contenté de dire ouais, je m'excuse si j'ai pu offenser des gens. Oui, C'est tout. ça on en rigolait, mais c'est rigolo. Maintenant, il y a même du rap nationaliste. Oui. Quand on y pense, c'est rigolo, mais je dis pourquoi pas. Parce que, après tout, pourquoi pas même du reggae nationaliste. Ah, pourquoi pas. Ça Ça, serait marrant. Il y a une place à prendre. non, mais Donc les gars, si vous êtes fan de reggae, pourquoi pas. vous voulez faire quelque chose de différent, bah on sait jamais. Non, mais Il y a un créneau. Ce serait rigolo. Alors, après, bon, bien sûr, le rap, ça a été le berceau culturel de toute une génération. Donc forcément, c'est normal qu'on retrouve aujourd'hui des rappeurs nationalistes. Mais quoique le reggae, je sais pas trop. Ça restait quand même un genre qui était populaire, mais qui n'était pas démocratisé comme aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut voir que ce qui se vend le mieux aujourd'hui, c'est le rap. Mais après, je suis partagé par rapport à ceux qui font du rap nacio. Est-ce que c'est de la subversion pour faire parler, ou est-ce que c'est vraiment en train de devenir un phénomène de mode, ce qui serait vraiment une autre dimension, quoi. Donc, parce qu'on voit quand même que le rap nacio, au début, il y en avait un, deux, et là, ça commence vraiment à se démocratiser. Ça a commencé avec Goldo Faf, je crois. Puis après, on a eu la vague aujourd'hui avec Cro-Blanc, MC Hamor, Amalek. Et, mais c'est des gens qui, en fait, ont grandi déjà avec le rap. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, voilà, tu as beau même être nationaliste, le nombre de nationalistes aujourd'hui que je connais qui sont jeunes, qui écoutent du rap. Parce que ça a été le berceau culturel de toute une génération. Et donc, du coup, soit ces gens-là font du rap parce que c'est ce qu'ils aiment, ça a influencé leur goût culturel, c'est ce qu'ils trouvent esthétique, ils font du rap, du coup, nationaliste. Après, il y a aussi la stratégie de l'entrisme, un peu. C'est-à-dire, on va faire du rap nationaliste, comme ça, l'amateur de rap, s'il tombe par hasard là-dessus, le message peut pénétrer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup de messages de merde qui sont... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le rap a pris une place importante parce que justement, les autres musiques n'ont pas réussi à s'imposer. Par exemple, moi, je lance un appel dans le podcast donc Normandie Soavelos. C'est s'il y a des amateurs de musique païenne, des personnes qui veulent créer un groupe païen, j'ai un très bon niveau vocal et je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis plutôt au niveau rythmique, guitare, donc il faudrait plutôt un vrai guitariste, pourquoi pas violoniste, flûtiste, mais des nations, si vous êtes motivé pour faire un groupe païen, je serais super motivé pour faire de la musique. Le gros problème, il est là. Est-ce que le rap n'est pas important parce que c'est quelque chose déjà facile à maîtriser. Ouais. Enfin, c'est pas pour dire, oui. C'est pas pour non, vexer, c'est pas pour vexer certains nations. C'est plus facile de gérer une boîte à rythme que de gérer un instrument. Écrire du rap est assez facile. Ouais. Après, il y a toute une technique de flow. Voilà, il y a la recherche aussi. On le remarque aussi. Hein, voilà, les gens qui rappent bien, qui ont des bonnes techniques, et ceux qui ne l'ont pas. Mais c'est vrai que, comme musique, voilà, généralement, les rappeurs ne font pas leur instru. On leur fait les instrus. Je trouve que le vrai talent, d'ailleurs, il est même dans ceux qui font des instrumentales, les beatmakers. Mais oui, le rap est accessible. Vraiment, je connais beaucoup, même dans mes amis qui ne sont pas spécialement nationalistes, il y en a beaucoup qui font du rap, un peu comme ça. Ils font du rap à côté, ça leur prend pas beaucoup de temps finalement. Voilà, c'est vraiment... pour le coup, c'est un genre populaire. Pour le coup, ça se pratique facilement. Si je puis me permettre, en fait, moi je pense que l'expression artistique est quand même le reflet de l'univers mental des gens. Et quand l'appauvrissement général frappe pratiquement tout le monde, ça se retrouve dans toutes les expressions artistiques, alors sauf les niches qui sont préservées, comme conservatoire, les gens ont préservé une sorte d'élite artistique, mais les cultures populaires, qui sont le reflet aussi du niveau intellectuel de la population, doivent servir de thermomètre. Si le rap, qui est plutôt une culture de la médiocrité, ou une sous-culture en fait, le rock aussi d'ailleurs, à ses débuts était une sous-culture, ça n'est devenu une expression classique de la culture qu'avec le temps. Le rap, qui est une sous-culture, là pour des raisons qualitatives, là carrément, parce que c'est vraiment... Bref, je pense que j'ai pas besoin de faire des longueurs pour me faire comprendre. Mais si le rap a autant de succès, c'est que ça dit aussi des choses sur la qualité de la population, qui n'est plus à même de recevoir des choses complexes, qui par exemple, moi il m'est arrivé de faire entendre, juste pour tester,
quelque chose que j'estime être le sommet du bon goût à des gens qui me semblent être très médiocres, juste pour voir s'ils pouvaient être touchés ou si vraiment le fait d'être médiocre était un empêchement. Bon, il semble que la médiocrité empêche quand même de saisir les choses qui sont trop fines. Par exemple, je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui connaissent et qui aiment Brel, j'imagine que oui. Je vous encourage à écouter un morceau qui s'intitule « Je suis un soir d'été », qui est au sommet de la poésie de l'œuvre de Brel. Vous faites écouter ça à quelqu'un qui a l'habitude du rap. En fait, il y a quelque chose d'insupportable, d'insoutenable. Et il paraît qu'il y a des gens qui sont parvenus à faire fuir des Maghrébins qui squattaient dans un quartier pas trop mal fréquenté, enfin des immeubles un peu chics, en diffusant à la fenêtre, au balcon, du Beethoven ou je sais pas quoi, avec un volume assez important. Ça a fini par les faire partir. Parce que les mecs ne pouvaient pas supporter. Alors que le mec, il a posté une vidéo sur YouTube, je crois qu'on peut encore la voir, elle est en ligne, où le mec, il filme la scène. Et les mecs finissent par se barrer. Donc je pense que la population médiocre, expression artistique médiocre. Ils ne sont pas touchés par le talent. Ce qui est marrant en plus, c'est que tu vas accélérer le rythme de Beethoven en mettant un beat beaucoup plus élevé. Et ben tout de suite ils vont aimer quoi. C'est ça. C'est en fait ils se rendent même pas compte. Enfin, ils sont tellement peu cultivés qu'en fait, moi c'est arrivé parce que mon frère était fan de rap et c'est arrivé ça. Et puis il disait t'écoutes de la merde. En gros t'écoutes de la musique classique, c'est de la merde. Et je lui faisais remarquer que ce qu'il écoutait, c'était de la musique classique, en accéléré. Et en fait, il disait, en fait, ce que t'aimes, le gros problème aujourd'hui, c'est que nos jeunes ont l'impression que c'est vraiment eux qui ont inventé la musique, les rappeurs, c'est-à-dire qu'il y a le DJ qui est derrière, celui-là qui a fait le mixage, et ils ont l'impression que ça a été inventé, alors que le truc, la plupart des sons de rap, c'est que de la reprise, quoi. C'est un morceau de sample qui a été repris à un moment donné dans une chanson des années même 60 ou 90 et du coup il rappe là-dessus des choses déjà inventées. Donc en fait le rap c'est juste de la redondance de choses beaucoup plus jolies qu'on a ringardisées avec un beat tout pourri. Donc justement en fait c'est un peu passé du wave qui est plus ancien mais plus qualitatif à du MP3 très médiocre. Et en fait c'est ça, en fait on perd en qualité. Donc en fait moi je dis ceux qui écoutent du rap en fait c'est juste un peu que vous écoutez de la merde qui était de la très grande musique mais qui a été diluée avec. Je sens que tu vas te faire les Africains. Beaucoup d'amis parmi les gens qui écoutent du rap. Mais après beaucoup qui écoutent, parce que moi j'écoute un peu de rap national par exemple, tu vois, parce que j'ai quand j'étais au collège, au lycée, j'ai baigné dans ce monde-là. Du coup j'ai écouté du rap et j'ai apprécié du rap parce que les goûts musicaux malheureusement ils se font quand on est jeune. Ils se forment quand on est jeune. Si on est élevé avec de la bonne musique, des choses esthétiques, raffinées, on va être sensible à ça. Si on n'est pas élevé là-dedans, on ne va pas l'être. Et moi, par exemple, j'ai été élevé avec du rap, on va dire les musiques qui passaient la radio, Énergie, Skyrock, tout ça. Et je le remarque maintenant que j'essaye de faire des efforts et je me mette à écouter des trucs plus qualitatifs, mais j'ai plus de mal du coup à rentrer dedans. Et le rap, quand tu écoutes du rap, même si je sais que c'est très médiocre d'un point de vue musical, qu'au niveau des paroles, si c'est pas du rap national, c'est sans commentaire. Moi j'encourage les gens qui sont, parce que aussi notre gros problème aussi c'est que nous qui avons la trentaine, il est là quoi, c'est-à-dire que le rap devient une musique de jeunes. Mais je trouve que par exemple écouter du Daft Punk qui est super structuré au niveau musical, où il y a vraiment un travail de recherche et qui change surtout, parce que Daft Punk vous écoutez d'un album à un autre, c'est complètement différent, alors qu'il y a quand même quelque chose, il y a une signature. Tu sens que c'est dedans, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a un noir dedans. Et merde. On sait pas. Le casque. Remets-le s'il te plaît. Remets le casque. Là on a. Dark Vador. Excuse-moi, Narfi. Où est-ce que j'en étais ? Oui, je voulais dire du coup. Comme j'ai eu toutes ces influences-là, maintenant, j'ai beaucoup de mal à me détacher du rap. C'est quand j'entends les sonorités de rap, un peu généralement les instrus, tout ça,
ça m'entraîne, tu vois. J'ai ce goût encore, tu vois. Un peu malheureusement malgré moi. Ça Mais a c'est- négrifié ton âme. C'est ça, mais c'est ça, c'est le problème. On Ouais, appelle t'empêches de l'exode. changer, On hein. appelle l'exode. Non, mais c'est un des problèmes. Et je pense que de toute façon, la plupart des gens des nationaux qui font du rap là, sont un peu d'accord avec moi. Ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas au niveau des autres musiques européennes. Bon, t'as même certains qui vont t'expliquer qu'en fait finalement le rap c'est européen. Voilà. Ouais, ça Qui sait, voilà. pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Mais non, c'est. Il y a le rap chinois également qui est très très intéressant. Oui. Non, Ah je bon, rigole, non. je rigole. Non, je crois qu'ils ont interdit le rap, je crois. Il y a une histoire. Non, mais je crois Oui, qu'il y peine avait. de mort, je pense. Je crois qu'il y avait un truc où ils ont interdit le rap. Hein, t'es pas tué avec ta famille. Hein. Mais finalement, Toujours très- le rap nation, finalement, c'est vraiment pour rattraper le coup. Quoi. C'est un peu ça. Ouais. C'est je fais du rap, je fais de la musique de merde, mais c'est nationaliste. Oui. Mais moi, j'en écoute un peu. Hein, voilà, de temps en temps. Ouais, bientôt il va y avoir du comment ça s'appelle, musique africaine. Tout n'est pas gao, Le pas Zouglou. gao. Le Zouglou, c'est le zouk. Il va y avoir Ouais. du zouk racialiste un jour. Ah, je ça crois. serait pas Ah, ça ça. serait drôle. Au lieu de tu veux mon zizi, c'est. Ouais, c'est le zouk. C'est Tu veux mon génome Tu veux mon génome on n'est pas parti pour ziguer, pour souquer, on est parti pour ziguer. C'est pas mal. Samuel, Alors, pas si. de rap pour toi, non? Pas vraiment, non. D'accord. Ça me dérange pas d'en écouter, mais disons que dans ma playlist, il n'y en a pas. Mais Moi, bon. je pense qu'on va passer à Sinon, un voilà. thème suivant. En conclusion- Non, je pense qu'on a fait en conclusion, le si tour vous- de voilà. du- En conclusion, si vous Du voulez thème. vous communautariser sur la musique, le rap c'est pas une bonne idée. Voilà. Voilà. Stratégie face à l'invasion, donc je pense on a fait le tour et puis on va passer aux langues étrangères. Donc une technique. Le gros problème de la France, il est là, c'est que quand vous voyez des Africains qui sont souvent, la plupart, quasi tous, hein, je dirais, binationaux, donc vont pouvoir profiter d'un pays en retrait et d'utiliser leur pouvoir d'achat dans les autres pays en se tapant toutes les meufs qu'ils veulent et même en ramenant leur merde chez nous. C'est-à-dire, on voit Quelques- Mélenchon qui se félicite qu'il y a que la France est un pays qui est le plus de mixité. Oui. Alors que souvent, la mixité, qui c'est qui nous ramène encore plus, Oui. c'est par exemple un maghrébin par exemple franco-marocain, qui va ramener une algérienne, qui va se marier avec, qui va être une bombe, qui va d'ailleurs ensuite cagouler, ça on s'en fout. Mais c'est ça la mixité aujourd'hui, c'est-à-dire que même au niveau de mixité, ça marche même plus en France, ça marchait dans les années 80, mais aujourd'hui, les gens qui parlent de mixité, ça n'existe plus. Donc moi je serais pour justement en tant que Français, vu qu'on n'a que la langue française, et bah justement de profiter de notre intelligence pour s'accaparer notre langue, de façon à pouvoir communautariser, pas qu'en France, mais pouvoir aussi infiltrer les pays de l'Est qui sont plus nationalistes que chez nous, quoi. En fait, quand tu ne maîtrises qu'une seule langue, tu es un insulaire qui s'ignore. Tu es enfermé sur une île linguistique et tu ne le sais pas. Quand tu pratiques une deuxième langue et que tu la maîtrises, tu découvres l'avion ou le bateau, c'est-à-dire que tu sors de ta langue maternelle et tu peux partir à l'assaut d'un autre univers de concepts. Et là, ça change tout. Quand tu es bilingue, alors moi pendant un temps j'ai été trilingue, je parlais aussi italien, anglais et italien, et un peu le français aussi. Et là, franchement, ça te fait, je vais pas dire 3 cerveaux, mais 3 univers dans lesquels ton cerveau doit rentrer pour à chaque fois voir les choses différemment. Je dirais qu'un minimum de 3 langues, c'est pas mal. Pour tous les enfants blancs, aujourd'hui, être monolingue, ça n'est plus envisageable. Puis vous savez aussi, ça peut être la technique du trolling. Quand vous avez des Arabes qui parlent, enfin des Maghrébins, attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Quand vous avez des Maghrébins qui parlent entre eux, c'est vachement frustrant. Et par exemple, si vous êtes avec votre pote, que vous les regardez un peu comme ils vous regardent, et que vous parlez en russe, ou en ukrainien, ou en hongrois, et que vous les regardez, et qu'ils ne savent pas du tout ce que vous dites, là, il y a un malaise, et là, vous en tirez une certaine fierté. Et je trouve que ça peut être justement intéressant, justement, même c'est tout con, mais Oui, par rapport aux flics de notre pays, parce qu'on est un État flic, savoir maîtriser une autre langue, ça peut être super bénéfique justement pour éviter justement de se faire ostratiser et de pouvoir dialoguer. Même par exemple les flics s'ils sont là, vous parlez en russe, du coup vous pouvez dire ce que vous voulez, quoi. Oui, en sorte, oui, d'accord, de deuxième langue qui est. C'est d'une importance tactique que personne n'a évalué à sa juste mesure en réalité. Ce que tu dis est tellement vrai qu'il faut vraiment développer un pôle
entièrement dédié à ça, à la popularisation de l'idée selon laquelle maintenant on ne doit plus être monolingue. Je ne sais pas si on le dit comme ça, Oui, mais les auditeurs. voilà. Moi, je suis entièrement sur cette ligne. Je participe à développer aussi une école d'apprentissage des langues dans la région où j'habite. Donc, bon, j'en dirai pas plus, je vais rester un petit peu évasif. Mais je crois qu'il doit être impératif pour tous les militants de parler une deuxième langue, pour toutes les raisons que tu viens d'énoncer, qui sont d'excellentes raisons dont tout le monde doit prendre conscience. Et je pense qu'il va falloir le rabâcher sans cesse. C'est pratiquement un moyen d'autodéfense. Je devrais pratiquement l'intégrer comme module 6 du CERP, tellement c'est vrai. Bah moi j'ai une ancienne pote qui parlait, elle était bulgare et elle parlait 3 langues quoi. Elle était trilingue. Ah ouais. Et c'est dingue le nombre de pays de l'Est justement, le nombre de femmes et d'hommes là-bas qui savent parler plusieurs langues. Je veux dire, arrêtez de passer votre temps à vous cultiver, à savoir Victor Hugo sur le bout des doigts comme dirait une certaine personne. Ouais. Voilà, justement, essayez de vous cultiver, mais des cultures européennes qui sont à notre portée. Je trouve que ce serait plus intéressant que on a l'impression que tout le monde se masturbe sur du Voltaire ou sur du Nietzsche. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce que ça va faire pour sauver ta famille Les gens se masturbent plutôt sur du YouPorn en général. Hein. Ouais. Mais Oui, non, mais, au niveau Dans le milieu, Voltaire, je suis pas sûr, mais bon. Ouais, par exemple, de Nietzsche. Combien t'entends dans le milieu Voltaire est très raciste. Hein. Ouais, dans le milieu national, t'entends tout le monde parler de Nietzsche en ce moment. C'est genre, on croit que tout le monde a les mêmes sources. Oui. À un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Le but, c'est quoi? C'est de se sauver nous-mêmes ou Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant, tu dis. La langue, dans l'optique de parler une sorte de langage codé. C'est-à-dire que, par exemple, si on est sur écoute, imaginons, ça peut arriver, le fait de parler une langue étrangère, une langue de l'Est, déjà, eux, ça va les emmerder. C'est-à-dire qu'ils vont devoir demander à un interprète d'écouter. Et rien que ça peut leur mettre du bâton dans les roues. Et en plus, tu donnes du boulot à certains nationalistes, parce que ceux qui maîtrisent ce genre de langue, en général, sont plutôt... Du coup, l'interprète sera nationaliste. Ouais. Voilà, ça peut être une... Non, mais on le dit sur un ton léger, mais je pense que c'est une... Moi, je compte apprendre le russe. Non, mais il faut vraiment s'engager à apprendre. Moi, j'ai commencé à apprendre le norvégien. Je parle anglais. Et alors, quand vous partez en Scandinavie, par exemple, si vous parlez anglais, c'est bon, c'est un tapis volant. Hein. Oui. Mais il faut apprendre à parler, je dirais, une langue scandinave et une langue slave, plus l'anglais. Après, si vous aimez les langues latines, moi j'ai jamais aimé, mais je parle de l'italien et de l'espagnol. Hein, c'est des sonorités qui m'irritent le tympan, mais et encore plus au sud. Alors là, ça me crée des aftes. J'ai des saignements. Voilà. Mais il faudrait que l'un d'entre nous se dévoue pour apprendre l'arabe. C'est quelque chose de. On peut pas rester sur des réactions puériles du type. Ah bah non, l'arabe, moi j'aime pas ça, donc j'apprendrai jamais la langue de l'ennemi. Camarade Jean a commencé la langue de l'ennemi. Il faut pratiquer la langue de l'ennemi. Sur un post sur forum justement pour parler. C'est une très bonne idée. Ouais. Certains prennent ça pour du trolling, mais non, c'est non, il a raison. important. Il a entièrement raison. Il faut absolument parler la langue de l'ennemi, afin que cette langue ne soit pas un paravent derrière lequel il puisse se réfugier pour donner des infos essentielles. En fait, c'est pour ça que je trouve que le milieu est souvent peuplé de gens bas de plafond. C'est-à-dire que tu as les parents qui protestent quand leurs enfants apprennent l'arabe. Je le comprends tout à fait. Moi-même, j'aurais cette réaction, mais je constate que quand j'en parle avec les parents, ils sont contre l'apprentissage de l'arabe en soi. Pas seulement pour des raisons identitaires. Moi, je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui me dirait « je vois l'utilité de l'arabe, mais je n'ai pas envie que ma fille l'apprenne à l'école », de la façon dont on va lui apprendre. Là, ce serait la bonne raison. Mais si on me dit « je ne veux pas que mon fils ou ma fille apprenne l'arabe parce que je ne veux pas qu'il apprenne l'arabe », là, par contre, c'est un motif complètement con. On peut avoir parfois les mêmes, des motifs très différents qui tu vois ce que je veux dire L'un est un motif stupide et l'autre est un motif parfaitement valable. Oui. Après, pour ce qui est de l'arabe, par contre, il faut faire attention dans ce qu'on va étudier, parce que l'arabe littéraire, c'est pas vraiment la langue que va parler l'Algérien de la cité ou le Tunisien. C'est-à-dire, eux, ils sont des dialectes avec un mélange de mots arabes, de mots berbères, et même de mots français. Que quand tu les entends parler, c'est rigolo.
dès qu'il y a des mots un peu compliqués de ça, il lâche un mot français dedans. Bien sûr. Le but, ce serait Dès que c'est peut-être- technique, c'est français. Ouais, mais c'est ça, c'est une langue riche, entre guillemets, tellement riche qu'ils ont besoin de mots français pour. La langue mais- étant assez pauvre dans les pays du Maghreb, ce qui serait intéressant, c'est Mais c'est ça, par contre. d'utiliser genre des sites comme Imesh ou tout ça, ou des sites où tu peux parler avec des habitants, et essayer justement d'apprendre, mais Ouais, mais... le langage, le verbiage en fait. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'ils prévoient. Ah. Par exemple, ce qu'on voyait là, les histoires d'apprentissage de l'arabe à l'école, en réalité, c'est pas l'arabe littéraire qu'ils vont apprendre. C'est, je voyais, arabe, entre parenthèses, Algérie, Maroc, Tunisie, selon les pays, parce que c'est des dialectes un petit peu différents. Donc le problème, c'est, bon, on va prendre l'arabe, mais ça, on va prendre l'arabe littéraire, donc à la limite, on peut lire l'arabe, on peut lire les textes, notamment pour ceux qui s'intéressent à l'islam et tout, comprendre un peu, voilà, tout ça, ça peut... Il y a peut- Hassan Occident qui a fait non, un mais, très bon livre, et il n'y a peut-être pas besoin de Oui, non, mais voilà, ça peut, d'approfondir, je pense. ça peut aider, mais après, voilà, c'est quel arabe on apprend, si c'est l'arabe algérien, marocain, tout ça. C'est aussi la question qu'on peut se poser. Moi, je m'y connais pas trop, mais je sais que c'est différent. Moi, Il y a un très bon site pour commencer à apprendre les fondamentaux, c'est arzozo.com. Ouais. Arzozo. On peut demander. Bah, ce qui serait bien, c'est savoir les statistiques de l'invasion migratoire et de savoir laquelle langue est le plus À parlée. mon avis, voilà, 1, 2, 3. Ouais, je pense que c'est. Voilà. Bah, est-ce qu'on a fait le tour sur les langues étrangères, je pense, hein. Oui, je pense qu'on Alors là, ça va être le petit moment pub. Extrait du journal d'Anne France. Je pense que c'est le meilleur moyen de vous immerger complètement. Puis je l'avais pas encore fait, donc allons-y. Alors page 126 pour ceux qui l'ont. Voilà. La France est le plus beau pays du monde. Cette affirmation a valeur de constat objectif. Cette terre est jonchée de lieux qui provoquent en vous un sentiment étrange d'appartenance à quelque chose de flou, qui vous dépasse et qui ressemble à ce qu'on appelle la nation. Dans une même ville, l'œil observateur peut y croiser des Celtes, des Romains, des Grecs, des chevaliers. Il peut déceler sur les murs la marque des empereurs et des rois et suivre sur son sol la trace des génies, des artistes et des savants qui ont foulé ces pavés millénaires. Cette patrie des dieux, une vieille maxime allemande ne dit-elle pas heureux comme Dieu en France, est pleine de petits villages qui peuvent émouvoir jusqu'aux larmes les âmes sensibles à ce génie populaire qui durant des siècles a su harmoniser les productions des hommes avec leur environnement en apprivoisant la nature par la culture et en incarnant la culture par la nature. Je ne suis pas née en France, la France est née en moi, voilà pourquoi je me sens française. Il est agaçant de voir à quel point on méprise ce qu'on appelle grossièrement le Moyen-Âge, tant la France lui doit toute sa beauté. À chaque fois qu'on veut qualifier quelque chose de rétrograde ou de barbare, on sort à l'envi des phrases comme « On ne va tout de même pas retourner au Moyen-Âge ». Mais enfin, monsieur, c'est le Moyen-Âge que vous nous promettez. Peut-être que cette époque maudite par les beaux esprits bien pensants, mais appréciés de tous les romantiques, tous les hommes ne savaient pas écrire, mais en revanche, croyez-moi, ils savaient tous chanter. Prenez une ville comme Dijon, par exemple. Enlevez tous les bâtiments qui relèvent de ce mal-aimé Moyen-Âge. Qu'est-ce que l'on constate? Eh bien qu'il ne reste plus qu'un océan glacial et hideux de goudron où flottent des icebergs tout aussi hideux, percés de tout petits trous qu'on appelle fenêtres. Cette ville, comme toutes les villes de France, doit son rayonnement culturel et touristique exclusivement à cette période maudite. Notre-Dame de Paris, ce n'est pas rien tout de même. Comment des barbares, comment des gens qui n'avaient pas connu le siècle des Lumières ont-ils pu construire ce temple magistral, concentré monumental du génie de toute une civilisation? Comment ont-ils pu élever cette montagne majestueuse de pierres finement sculptées et de vitraux éblouissants? Montagne qui toise d'un air narquois la tour Montparnasse et toutes les tours de béton et de verre qui empustulent le sol du pays depuis des décennies. Moi, comme Tantine, je crois que les choses ne sont pas quelque chose de mort, comme elle me l'avait dit un jour. Je crois au pouvoir, à la noblesse des matériaux. Moi, je ne me sens bien qu'entouré de pierres et de bois et éclairé par le feu. Cerné par la ferraille, le béton, le verre et l'électricité,
J'ai la nausée et j'angoisse. C'est physique. Si être ému par la campagne et ses clochers, et plus généralement par le patrimoine proprement miraculeux de notre pays, c'est être pétainiste, conservateur ou réactionnaire, c'est quoi au juste être ému par Bobigny et Vaux-en-Velin? De quoi doit-on être fier à la fin? De ces immenses marécages de béton où des Babylones en forme de cage à lapins sont à la dérive et s'en vont s'échouer dans les abîmes de la drogue, de la violence et de la misère? Il faut donc aimer ça pour être démocrate? Il faut impérativement trouver ça beau pour être dans l'arc républicain? C'est pour ça que les deux amours de ma vie se sont battus, c'est pour ça qu'ils sont morts. Et si on est davantage scandalisé par le fait qu'un paysan par jour se suicide en France que par une bavure policière sur un jeune d'origine immigrée, on est un monstre, c'est ça? Un fasciste? Un nazi? Ou simplement en accord avec Jean-Jacques Rousseau? Vous êtes plaisants, vous autres philosophes, quand vous regardez tous les habitants des villes comme les seuls hommes auxquels vos devoirs vous lient. C'est à la campagne qu'on apprend à aimer et servir l'humanité. On n'apprend qu'à la mépriser dans les villes. À écouter les héros du métissage et de la diversité, on pourrait croire que la France ressemble à un élevage industriel de consanguins, tous abrutis par une même culture indigente et parlant un patois odieux. C'est pourquoi, selon eux, sa population, pour pouvoir survivre, aurait absolument besoin d'un apport massif tant de nature que de culture. La France est l'endroit du monde où la diversité a toujours le plus régné. Diversité de climat, diversité de relief, diversité de terroirs, diversité d'idiomes, diversité de faune et de flore, diversité biologique, diversité ethnologique. Vous n'allez tout de même pas me faire avaler qu'un pays qui a 300 sortes de fromage ait vitalement besoin d'une importation conséquente de gouda fourré aux épices, qu'un pays qui a plus de 3000 sortes de vins doive impérativement tomber en pamoison devant un thé à la menthe ou un Coca Light, qu'un pays qui doit avoir autant de spécialités culinaires que toutes les spécialités de tous les pays du monde réunis doivent supporter les multiplications pandémiques de kebabs, de McDonald's et de sushi shops sans réagir. Pour un Français, être francophile, ce n'est que du bon sens, de la clairvoyance. Les Anglais en Bretagne, les Chinois dans la file d'attente de la Tour Eiffel, les Russes à Courchevel et les Hollandais un peu partout, eux, en tout cas, ne s'y trompent pas. Pour un Français, être chauvin, ça devrait être la moindre des choses. J'avoue bien volontiers que cela devient de plus en plus difficile, tant le pays s'enlaidit à grande vitesse. Vous ne pouvez pas demander à un gosse, quelle que soit sa couleur de peau, qui a vécu entre un Leader Price et une station de lavage automatique, d'aimer la France et d'en être fier. Ce n'est pas sérieux. Je vais mourir avec ce petit regret de n'avoir pas pu mieux connaître ce pays fantastique, d'une infinie beauté et d'une richesse toujours surprenante. Ce pays qui n'est peut-être plus aujourd'hui qu'un mirage romantique dans le désert glacé de la modernité. Ce pays qui n'est peut-être plus aujourd'hui qu'un pâle souvenir littéraire dans une vieille cervelle figée. Ce pays qui n'est peut-être plus aujourd'hui qu'une folie douce dans la tête nuageuse d'une pauvre mourante. Ça en est rempli. Merci. Alors maintenant, on va parler des villages BAD RSA, utiliser les failles du système. Alors, on voulait parler de ce sujet, parce qu'on trouvait très intéressant dans notre milieu, c'est de parler de la BAD. Bon, si vous voulez vous acquérir un livre très intéressant qui parle justement de base autonome durable, on notera notamment le livre de Pierre San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique. Il me semble qu'il y a un livre aussi de Michel Drac sur le sujet. Je ne saurais pas dire lequel on pourra faire la publicité. Il y a un titre de Michel Jackson également, Who's Bad, je crois, sur le sujet. D'accord, on va Non, mettre. je déconne, Who's Bad, mec. D'accord. J'avais besoin de dire cette connerie. D'accord, séquence blague. Comment on dit en anglais Mick appelle le fils de Jack? Non, c'est un basique, ça, non? Michael Jackson. Bon voilà, c'était la blague, c'était Oui, pourri, t'as mal. c'est pas grave. C'était pas grave. Bon, on va reprendre avec Village Bad RSA. Donc on a parlé justement de Pierre San Giorgio, on coupera la vanne parce qu'elle était mauvaise. Donc en fait, l'idée d'une base autonome durable, c'est d'avoir un lieu plutôt reculé en général des centres-villes, où justement au niveau culture et au niveau génome, on va dire, c'est assez uniforme, quoi. C'est surtout les blancs. Donc voilà, ça permet déjà de se réenraciner, de réapprendre les techniques de la terre, de faire de la bioculture et bon, déjà de mieux manger et aussi
pouvoir pratiquer des sports en plein air et voilà, comment je veux dire, aussi apprendre des poules, des cochons, tout ça, apprendre aussi à les tuer, parce que c'est vrai on a perdu beaucoup ce côté-là. Nos ennemis, eux sont des barbares, mais nous on s'est débarbarisé, quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où maintenant, bon, on va chercher notre petit poulet à Carrefour, quoi, tout bien emballé, et ici, là, je sais même pas s'il y en a un qui a déjà tué un poulet soi-même, quoi. Donc, c'est-à-dire que eux, ils ont pris cette habitude de tuer des moutons, de les égorger, de voir les yeux qui révulsent. Voilà, le sang, même limite, ça les attire, quoi. Donc, quand on voit qu'aujourd'hui, il pourrait très bien avoir des moutons à pas trop cher, qui viennent des pays de Pologne, et refinancer leur argent ailleurs, non, ils veulent garder cette culture de zigouiller et de voir des animaux souffrir. Ça leur permet psychologiquement d'être en capacité à le faire pour même des humains. Donc je trouve que voilà, essayer même déjà d'avoir le respect par rapport à l'animal, le fait de le tuer, il y a une espèce de respect mutuel, c'est-à-dire que on sait qu'il va nous nourrir, et du coup vous allez en manger moins, vous allez manger plus équilibré. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est des animaux avec qui vous avez eu un certain rapport. Donc je trouve que se réapproprier des choses qui étaient naturelles, c'est pas parce qu'on est dans une société où on envoie des hommes dans l'espace qu'il faut se détacher totalement de la nature. Moi je trouve que c'est une erreur. C'est pour ça que pour moi un néopaganisme serait bien, parce que revenir, comme il y en a certains qui disent oui, revenir au paganisme avec des rituels, tout ça, enfin je trouve que c'est pas vraiment intéressant, mais rien ne nous empêche de pas s'éloigner complètement de la nature et d'essayer d'évoluer entre le domaine scientifique et la nature biologique simple. Oui, enfin, c'est ce que... Il faut être capable de le faire, quand même. Je sais pas si je le serais, moi. Je sais pas vous... moi, je suis un animal d'un poulet. Après, par nécessité, oui. Si t'as pas le Tu choix. commences par petit, quoi, tu vois, c'est ça. après tu tueras une vache, tu vois, mais au début tu commences par une grenouille. Je sais pas si j'aurais ça dépend. Alors déjà, la prise de conscience de l'endroit où on se trouve, au niveau des savoir-faire. Souvent on pose la question de savoir d'où parle tel ou tel interlocuteur. Mais il faut aussi poser cette question sur l'échelle des savoir-faire. D'où parle l'interlocuteur au niveau social, bon, ok, mais d'où il parle au niveau de ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire est-ce que tu sais construire une dynamo, est-ce que tu sais calculer l'air d'une surface, est-ce que tu saurais fabriquer, je ne sais pas, faire techniquement, est-ce que vous sauriez forger du métal, première question, est-ce que vous sauriez tuer un animal? Est-ce que les blancs que vous êtes à combien de générations de distance d'un accomplissement technologique, d'une prouesse technologique? Parce que c'est bien beau de dire on est des blancs, ok, mais nous, en tant que personne, on est capable de quoi? Alors, effectivement, si vous n'êtes pas capable de tuer une poule et de la vider sans crever la vésicule biliaire et donc de gâter toute la viande, si vous n'êtes pas non plus capable, je ne sais pas, de comprendre le principe d'une pile ou d'électricité ou des fondamentaux mathématiques, la première des choses à faire, c'est de vous doter de ces connaissances fondamentales et de les combiner. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous des tireurs d'élite, mais on peut tous devenir des soldats moyens. C'est-à-dire se doter des capacités moyennes. Je peux tuer un mouton sans le faire souffrir, apprendre à préparer, tuer un porc, apprendre à faire toutes les... il faut le faire une fois dans sa vie. Apprendre à faire le saucisson, etc. Machin. Je peux apprendre à cuisiner, je peux apprendre des fondamentaux mathématiques, plus une langue. Si vous savez faire tout ça, déjà, vous êtes pas mal. Déjà, c'est pas mal du tout. Alors après, il y a les super performeurs, ceux qui vont aller dans l'espace. Ça, c'est très au-dessus de nos performances à nous. Généralement, là, ces mecs-là ne peuvent pas se permettre d'être racistes. Donc quand on admire l'élite de la race blanche, on parle de gens qui en même temps sont obligés d'être des tièdes politiquement. Eux, ils sont condamnés à la tiédeur politique parce que là où ils évoluent, c'est pas possible de faire autrement. Ils sont des élites dans un autre domaine. Donc finalement, ça veut dire que on est tous condamnés
à se spécialiser relativement, mais il n'empêche qu'en moyenne, et je pense que c'est peut-être un peu ça que vous évoquiez, c'est que si on perd de vue les savoirs fondamentaux qui sont liés à se nourrir, ça peut être jardiner, hein, c'est pas seulement préparer de la viande, qui sont liés à évoluer dans l'espace, communiquer, toutes ces choses fondamentales, bon, eh bien, il n'y aura pas de pyramide de Maslow, c'est-à-dire on n'ira pas vers les étoiles, quoi. Donc il faut qu'on soit un bon 50% de la population à savoir faire toutes ces choses-là pour que un autre pourcentage de la population puisse s'occuper de choses sans doute plus éthérées, plus intellectuelles, puis d'étage en étage, qu'on puisse aller jusqu'à la fusée et puis peut-être la conquête spatiale, puisque c'est un peu le symbole de la performance ultime des Blancs. Mais bon, tout ça, c'est l'étagement d'une société, donc ça nécessite d'avoir quand même une bonne base, je dirais, de paysans soldats. Je pense que c'est la caste que l'on doit ressusciter, voire même faire naître, les paysans soldats. Je pense que c'est la caste sociale la plus saine de toutes, et on doit tous, donc, enfin, ce que je dirais pour résumer, être capable de faire des choses basiques mais réussies dans le domaine de la nourriture, de la défense, donc de l'armement basique, et puis un petit peu de technique, un peu de maths. Voilà. Après, si en plus vous savez faire un poème, ce ne sera pas de refus. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Oui, au-delà, quand on parle de base autonome durable, au-delà du survivalisme, c'est aussi une optique de développement personnel. Si on vient d'une société où on est de plus en plus spécialisé dans des domaines très très restreints. Et plus le temps passe, et plus on finit par tout savoir sur rien. Sur un truc qui est tellement petit, on finit par tout savoir sur cette chose qui est infiniment petite. Souvent on a ça, voilà, dans tous les métiers. On fait des études, on se spécialise, puis on se spécialise dans une spécialisation au sein de cette spécialisation. Et au final, c'est vrai que voilà, on est bon dans notre domaine, dans le tout petit truc qu'on sait, mais le reste, en fait, on ne sait pas. On est totalement dépendant du reste de la société et de tout le système marchand. Voilà. On a un problème d'ampoule, on a un problème de d'évier, l'ampoule, hop, on va appeler l'électricien, tu vois, parce qu'on ne sait pas se démerder avec 3 fils. On a un problème avec sous l'évier, on va direct appeler le plombier. Et alors que c'est des choses qui, des fois, sont des choses basiques, vraiment très très simples. On va appeler un plombier des fois pour des trucs voilà, c'est juste qu'il y a un truc à resserrer. Nous-mêmes, on n'a même pas besoin d'utiliser des trucs. On a juste besoin de prendre ses doigts, de tourner un truc. Ça suffit. Et non, on va appeler un plombier qui va vous faire payer une fortune. Alors que voilà, si on apprend tout, c'est des choses qui sont basiques. Genre, nos ancêtres, ils savaient faire tout ça. À l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas d'électricien, il n'y avait pas de numéro à appeler en cas de souci à ce niveau-là. Les gens se débrouillaient tout seuls. Aujourd'hui, vraiment, comme tu disais, je pense qu'il faut réapprendre les bases, les bases, on va dire, de l'électricité, même de la plomberie et de tout ce qui touche au domaine domestique. Pour vraiment... Sauf la vaisselle. Là, oui, on a quand même de blagues. Voilà. On peut acheter un lave-vaisselle. Acheter un lave-vaisselle, c'est encore possible. Comment ça marche? Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Timothée, concernant les armes. Bon, parce que tu parlais à reforger, tout ça. Je vais peut-être essayer de plonger cette idée. Je pense qu'il serait bien, parce que, bon, on parle des armes, tout ça, mais combien on a de mecs sur Internet, survivalistes à mort, qui sont armés, mais il faut voir comme, mais qui sont incapables de recharger leurs armes si, admettons, je sais pas, il y a un effondrement économique, comme le dit Piero San Giorgio, et qu'il n'y a pas un réapprovisionnement en recharge, merde, comment on appelle ça? En munitions. En munitions, ouais, le mot simple. Voilà, si le mec il a plus de munitions, ok d'accord, il a réussi à éviter un homejacking, mais du coup après il y a possibilité qu'il se fasse réenvahir. Bon bah du coup il a plus rien. Il faudrait qu'il y en ait dans nos milieux qui sachent justement comment faire pour recharger des douilles par exemple, pour le très remplir simple. Même il y a des gens qui savent fabriquer des munitions. Fabriquer des munitions, c'est quelque chose d'incroyable qui peut se monnayer, un truc. Je sais pas, imaginons, aujourd'hui ça paraît ridicule, mais admettons que demain ça soit guérilla de Conversano. Oui, Laurent Berton, le pseudo de Conversano. Voilà, enfin bref,
Tu vois, enfin, le mec arrive à avoir cette connaissance, il peut le monnayer, mais d'une force, c'est un truc de fou. Oui, oui, Déjà, oui. il protège sa propre. Non, mais il y a la solution. Nos amis les zadistes l'ont inventé, ça s'appelle la cacapulte. Il n'y a pas de problème de munition. Non, mais en plus, je déconne pas, ils ont vraiment inventé la cacapulte. C'est qu'on a. Ah ouais, Non, mais vraiment, ça, c'est pour voir Oui, mais c'est vrai que eux, au niveau, enfin, c'est totalement ça. Eux, ils ont une sorte de territoire, vous savez, c'est genre Lebensraum. Ouais. Et les flics, vraiment, se cassent le cul. Ouais. Vraiment, vrai, c'est vraiment compliqué. Et eux, alors on pourrait dire, c'est des crasseux, tout ça. Ouais, oui, mais tu ils fais sont- ça, tu fais la même chose niveau FAF. T'inquiète pas que les flics oui, vont y ils aller à nous coup envoient de- l'armée. tu vois ce que je veux dire, Oui, oui, c'est bien ça le sûr. problème. mais- C'est parce que quelque part, ils ont l'autorisation depuis un moment déjà. Donc, quelque part, ça les arrange. Donc, voilà. Alors, je voulais aussi parler du RSA. On va parler du RSA, Comme c'est arme. sympa. Comme arme, oui. Comme Faut arme économique. pas- Mais c'est une arme aussi. Oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. une arme, Pour c'est nous, une arme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est C'est un qu'il bouclier. de toute façon. il me semble, j'avais vu comment je veux dire, c'est pas un reportage, mais c'était un article qui disait justement que il y avait 20% de gens qui devraient être au RSA et qui ne font même pas la demande. Ah ouais. Et je suis sûr que si on faisait une statistique ethnique sur ces 20%, je pense pas qu'on en retire beaucoup au niveau des nouveaux Français qui ne le demandent pas. Donc, moi j'encouragerais justement les gens, même s'ils disent le RSA, mieux vaut avoir un RSA déjà que rien. Parce que déjà, tu peux commencer à financer tes nouveaux légumes, même si tu vis je sais pas, mettons tu vis dans un quartier, rien ne t'empêche de cultiver si tu as une petite cour, ou même de cultiver admettons, sur ta terrasse. Rien n'empêche de faire ça, voire sinon de passer un permis de tir, permis de chasse. Enfin, rien n'empêche justement d'utiliser le RSA justement pour sortir déjà de ta condition et aussi pour pouvoir financer ce À mon avis, on est même un des seuls pays du monde où c'est capable, on se démerde bien, de vivre uniquement d'aide sociale. Quand même. Même, pour avoir fréquenté un peu les forums jeuxvideo.com, tout ça, voilà, ils se relaient des petits tips, il y en a qui arrivent à vivre vraiment, au RSA. Donc, comme quoi, c'est quand même quelque chose de gros, quoi. Je veux dire, il faut pas s'en priver. Si on est capable de le prendre, on le prend. Après, on peut être dans des considérations morales, comme est-ce que c'est moral ou pas de le prendre. Bon, les gars, voilà, il y a plusieurs millions d'halogènes qui le prennent sans se poser aucune question. C'est pas qu'ils le prennent, c'est qu'ils le réclament. C'est pas vous, oui, qu'ils le encore pire. prennent, ils le réclament, Voilà. sans se poser aucune question. On n'est pas à ça près, les gars. Voilà. Même si vous recevez, je sais pas si vous avez déjà reçu ça, moi je l'ai reçu, aide pour payer une partie de ton téléphone, aide pour les travaux, machin, tout ça. Allez pleurer, allez chialer au service, parce que de toute façon, plus vous allez réclamer des choses, et moins ça en fera pour les autres. Oui. C'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est de la stratégie. Puis ça les fera peut-être se C'est une poser sorte des... d'intelligence d'utiliser Ça les fera peut-être se poser des questions. Parce que si jamais ils disent, ah là là, mais dis donc, les nationalistes utilisent le RSA. Bah oui. Ils vont peut-être se poser des questions, on va dire, on va Et qui peut-être, va financer après on va peut-être donner moins de RSA. Donc du coup, Ouais. finalement, si c'est mauvais pour nous, ce sera mauvais pour eux aussi. Ils Ouais, pourront pas donc, utiliser la statistique ethnique pour nous discriminer. Parce que ça se retournerait instantanément Bah oui, contre eux. s'ils veulent interdire les statistiques ethniques, ils vont jusqu'au bout. Et j'irai même plus loin concernant les failles du système. Si par exemple vous avez vraiment, pendant un moment donné, vous travaillez, vous faites, je sais pas, de l'intérim et que vous vivez finalement en hiver avec 300 ou 400 euros, allez au Restaurant du Cœur, allez à la Croix-Rouge, allez demander des aides au niveau nourriture. Et même si, je dirais même, si vous êtes agriculteur pauvre, que vous avez 400 euros, allez là-bas. Parce que même si vous avez, admettons, un grand potager, vous êtes autonome au niveau alimentaire, et distribuez à votre communauté la nourriture. Ce qu'il faut savoir, ce qui s'est passé en ce moment sur Paris, il y a eu un relais sur soavelos.eu, où on voyait une camionnette de Maghrébins qui distribuait de la nourriture à des migrants musulmans, certainement. Alors que certainement cette nourriture-là, ils l'ont pas achetée, quoi. Ils ont été dans les restaurants du cœur avec leur BMW et leur Mercedes, et finalement ils ont embarqué cette nourriture et les ont redonnée aux migrants, quoi.
le surplus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces associations-là, eh ben, ils donnent une très grande quantité de nourriture. Moi, j'y étais avec ma tante une fois. J'ai mangé avec elle et franchement, il y a des trucs que je peux même pas me permettre d'acheter, quoi. Par exemple, vous allez avoir des fruits de la passion, de la goyave, comment je veux dire, des choses que vous touchez jamais parce que ça vaut la peau du cul, les fruits exotiques. Vous allez avoir des fraises, par exemple, vous allez avoir des grosses barquettes de fraises, par exemple, vous allez avoir 4 ou 5 barquettes de fraises, quoi. Des choses que si vous achetez, déjà rien que pour les fraises, vous en avez pour 30 boules, quoi. Donc il faut utiliser tous les moyens qu'utilisent nos ennemis, Bien sûr. de façon à ce qu'ils en aient moins, parce qu'à un moment donné, ils seront obligés de... Il faut tarir leurs ressources, en fait. C'est une C'est stratégie ça. militaire. Il faut tarir les ressources du cafard envahisseur. Voilà. Parce que justement, Boris Lelay justement, avait parlé justement, qui disait, non, c'est pas pour le troller, hein, c'est pas pour lui faire la dessus, mais il disait, je peux pas comprendre en étant blanc comment il est possible de se rabaisser à un tel niveau et de finalement pas demander les aides. Bah, je lui dirais à lui, c'est pas pour être méchant, mais c'est facile à dire quand on est japonais, enfin quand on est français, au Japon, Marianne japonaise, comment je veux dire, de dire oui, il faudrait faire ça en France, il faudrait faire de telle façon, il faut surtout pas se rabaisser. Mais quand on voit aujourd'hui des agriculteurs qui se suicident, tellement ils ont honte par rapport à leur, comment je veux dire, à leurs ancêtres de devoir vendre leurs terres, Oui, quoi. oui. Et ben du coup ils se suicident. Et Non, ben mais- du coup, voilà, je trouve que L'enjeu n'est pas que Boris Lelay comprenne cette stratégie, qu'il la comprenne ou pas, peu importe. L'enjeu, c'est que nos auditeurs, eux, Ouais. saisissent qu'il s'agit d'une tactique militaire, de tarir les ressources de l'ennemi. Le cafard envahisseur compte sur les... il vient pour ça, en fait. Il vient pour toute l'aide sociale que la France lui fournit. Donc c'est tout à fait logique que notre riposte à nous soit de tarir ces ressources. Donc c'est vraiment nécessaire que même les gens aisés viennent taper là-dedans, puisqu'il faut que vous compreniez que, contrairement à ce que raconte Alain Bonnet, je crois qu'il le redit encore, hein, vous savez ce qu'il dit, le racial sert à cacher le social. Est-ce que vous avez déjà entendu un truc plus faux et plus stupide que ça? Le racial sert à cacher le social. C'est évidemment le social qui cache le racial. Quand vous voyez tous les efforts que fait la République du Frankistan pour loger le cafard envahisseur, tout le social justement qui est déployé pour absorber le coût que génèrent ces gens, il est évident que tout simplement dans l'intitulé logement social, vous entendez racial, vous? Logement social, vous avez entendu le mot racial? Non. C'est vrai. Dans logement social, il y a juste logement et puis le mot social. Le type qui entend racial, faut qu'il retourne au vestiaire et qu'il arrête le match. C'est qu'il n'a pas compris. Mixité sociale. Voilà, avec des grosses mixité guillemets. sociale, logement social, il n'y a pas de racial là-dedans. Donc, le social sert à cacher le racial, et non pas le contraire, mais bien évidemment. Ça me paraît fou d'avoir à le préciser tellement c'est évident. Donc, qu'il y ait un type qui puisse se permettre de dire le racial, c'est un café, le social, je dis mais qu'est-ce que tu racontes, papy? Allez, prends tes médicaments et mets-toi au lit. Le vrai combat, c'est la lutte des classes. Oui, non. Voilà. ouais, ça, c'est Ouais, marrant. non, mais voilà, oui, enfin bref. Ok. Tout ça, c'est fini maintenant, Et c'est terminé. C'est d'ailleurs- terminé. Et juste, Ouais. excuse-moi, je termine. Il faut vraiment que, simplement pour mettre l'accent sur ça, les gens doivent comprendre que toutes conditions sociales confondues, vous devez tous aller taper dans les réserves de l'ennemi. Absolument tous. Dès que vous pouvez prendre un peu de RSA ou aller dont tu parlais des banques alimentaires, en quelque sorte. Et voilà, oui, c'est ça. Mais faites-le, mais non seulement sans aucun complexe, mais en plus d'une façon militante et presque, je ne vais pas dire militaire, mais en sachant que vous êtes en combat. Et d'ailleurs, même je dirais même plus, revendicateur. C'est parce que c'est qui nourrit la population africaine, c'est le peuple blanc. Qui sont les agriculteurs qui travaillent la terre depuis des générations, des millénaires, c'est le peuple blanc. Donc à un moment donné,
Le jour où les Blancs se diront, au lieu d'aller au restaurant du cœur, se sentir coupables ou inférieurs, et se diront, je vais récupérer ce qui me revient de droit, parce que c'est travailler sur nos terres, ou ailleurs, mais fait par des Blancs au niveau de la machine mécanique, tout nous revient de droit. C'est-à-dire que il faudrait même pas que les Africains se plaignent, puisque grâce à nous, ils sont 1 milliard, bientôt 2 milliards, et si nous aurions pas été là, qu'il y aurait eu les protestants, ils se seront vite débarrassés, ou l'Asie se serait vite débarrassée de ces peuples, c'est justement, c'est grâce à nous qui peuvent avoir un territoire comme l'Afrique. Donc voilà, donc justement, je trouve que ce serait bien de se dire, on va demander le RSA, on va aller au restaurant du cœur, juste pour prendre ce qu'il y a à nous. C'est logique. On a rendu l'Afrique possible, et eux viennent rendre la France impossible. C'est ça. Donc oui, c'est jolie idée. Samuel, tu voulais rebondir? Je sais pas trop tout ça. Non, je te demande, parce qu'après, tu sais, je coupe, il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, tu verrais, par exemple, des failles dans le système qu'on pourrait utiliser à n'utilise pas tout ça, mais je suis assez d'accord. Par contre, récupérer RSA. Étant plus jeune, ma mère avait déjà utilisé les banques alimentaires, tout ça, et c'est vrai que effectivement, il y a vraiment des produits Moi, j'ai été que étonné. tu ne peux pas te permettre d'acheter en vivant au SMIC, par exemple. Je ne savais pas ça. Et d'ailleurs, ce que tu peux voir, c'est que... Est-ce que des souvenirs il y a une dizaine d'années Et on sait que du coup, c'est vraiment destiné à une certaine population, parce que maintenant, il y a beaucoup de nourriture. Bon, on n'est pas encore dans du halal, mais il y a beaucoup de couscous. Tu vas avoir beaucoup de... Il y a beaucoup d'aliments que... Je voulais ajouter quelque chose. Il y a aussi un truc qui peut être compliqué, il faut dire quelque chose, c'est que, bon, entre nous, là, on peut justifier, entre nous, pourquoi on utilise le RSA, pourquoi on peut aller manger au Resto du Cœur. Mais il faut voir que dans nos sociétés, c'est pas toujours évident de dire, quand tu dis qu'est-ce que tu fais, je suis au RSA. Alors forcément, chez les halogènes, ça pose aucun problème. Mais chez nous, c'est quelque chose qui est assez dévalorisant. Manger au Resto du Cœur, les gens ont honte. Le blanc, moyen, il va au Resto du Cœur, il a honte. Et c'est ça qui est compliqué aussi, parce que c'est après devoir justifier tout ça et expliquer à la personne moyenne que si je prends le RSA, voilà, c'est pour prendre ce qui est le dû des halogènes. Pareil pour le Resto du Cœur. Bon, des fois, c'est pas toujours évident. Parce qu'on, du coup, ce que tu proposes, c'est vraiment un mode de vie. Ouais. Voilà, parce que manger au Resto du Cœur, ça demande quand même de se déplacer. Tu sais, quand tu es au RSA, oui, tu peux. Oui, après, là, on parle de RSA. Après, on peut toucher le RSA. Des fois, là, on parle des gens, forcément. Il y a vraiment des gens, des fois, parmi nous, qui n'ont pas les moyens et qui doivent toucher le RSA, limite par nécessité. Mais il y a des gens qui peuvent vivre, qui pourraient vivre sans le RSA, comme tu disais, il y a des statistiques, mais qui ne le prennent pas, par fierté. Ouais. C'est ça aussi. C'est pas toujours évident, je crois. Des fois, le RSA, je connais des gens au RSA, quand on leur demande ce qu'ils font dans la vie, des fois, tu vois, tu expliques le RSA, dans nos sociétés actuelles, c'est pas toujours évident. De toute façon, aussi, c'est... Même, on l'a vu avec Daniel, mais on le voit avec pas mal de gens, les gens, quand ils disent RSA, on sent un peu une honte. Oui. Mais quand tu es un artiste, par exemple, comme Daniel, qui est très cultivé, qui veut écrire des bouquins, il faut limite faut être même arrogant et dire oui, je suis au RSA, tu vois, parce que je vais utiliser ce qui me revient de droit pour pouvoir faire une activité et pour pas être justement comme ce peuple amorphe qui devient justement plus ou moins africain. C'est pour ça qu'il se mélange un peu avec eux. C'est justement, tu utilises un moyen pour pouvoir vaquer à tes occupations. Après, l'artiste c'est un marginal. Tu vois, mais pas que artiste. Par exemple, si tu veux être auto-entrepreneur, tu es au RSA, tu utilises, parce que c'est ce que j'ai fait moi en tant que DJ, et tu utilises ce que tu gagnes au RSA pour pouvoir financer ton matériel de musique.
Donc ça peut être pareil pour un peintre ou n'importe quoi. Par exemple, si toi, je sais pas, admettons, l'école t'a envoyé à faire un diplôme qui te sert à rien parce qu'il n'y a plus de boulot dans le domaine. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et il n'y a plus de boulot dans le domaine. Et que tu veux rebondir, on dit bah non, vous êtes trop vieux, monsieur, on peut pas vous orienter dans une autre discipline. Et bah tu t'auto-finances, c'est-à-dire tu utilises l'État pour financer ce que tu vas vouloir acquérir comme compétence. Oui. Donc ça peut être une stratégie aussi, le RSA. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme l'Africain de base, il va prendre le RSA. Bien sûr que, je suis pas d'accord avec toi, bien sûr que 500 boules, c'est pas forcément évident de vivre avec. Sauf que 500 €, si tu pars de moi, si tu pars HLM, de moi, tu rajoutes les APL, oui, je suis d'accord avec toi. les primes et tout. Si, il y a moyen. Tu vis pas, tu vis pas comme un roi. Tu vis pas comme un roi, mais imagine 500 € par mois et tu pars la moitié du temps au bled. Je peux te dire que là, tu vis bien. Ah oui, au bled, c'est les rois du pétrole. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis pourquoi ne pas utiliser justement les failles du système à notre avantage. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant les failles du système. Un dernier sujet. Donc, alors attends, j'ai énumère, je suis prêt. Alors, il nous reste brocante, concert, monnaie. Ah oui, la ligne Suavelos. Bah, on va finir par ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et alors, on va parler d'un thème, ça va être la ligne Suavelos. Donc, parce qu'en ce moment, on a pas mal de soucis avec des personnes bon, il y a les personnes qui quittent le navire, il y a des personnes qui créent de la tension sur certains thèmes qui sont pas du tout les fondements de Suavelos. Donc, ils vont essayer de chercher la petite bête parce qu'un tel ou un tel a dit ça. Donc là on va essayer avec Timothée de définir la ligne Suavelos, sachant que peut-être chacun a sa propre ligne dans sa tête. C'est vrai que c'était abstrait, au début c'est la communautarisation blanche, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une espèce de charte, ça peut être un UPR, une charte minimum, pas non plus que ça fasse 100 pages, mais voilà une ligne Suavelos. Alors Timothée, sortir de Suavelos par l'article 50. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle est ta vision au niveau de la ligne Suavelos, comment tu vois cette structure évoluer? La ligne Suavelos est la suivante: communautariser les blancs conscients racialement, et conscientiser les blancs valables. Donc, les communautariser lorsqu'ils sont déjà conscients, bon, c'est pas trop difficile, s'ils sont déjà racialistes et racistes. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce que ces gens sont des gens de bien ou est-ce que ce sont des individus profiteurs, égoïstes, sans intérêt pour notre communauté. Ensuite, quand vous voyez un blanc qui est valable, parce qu'il a toutes les vertus qui peuvent nous intéresser, travailleur, ingénieux, honnête, etc., est-ce qu'il est possible de le conscientiser? Voilà. Si la réponse est oui, eh bien, vous chercherez naturellement à l'intégrer à une communauté active de gens qui souhaitent entrer en relation les uns avec les autres pour commencer un travail concret, un travail de vie. Fonder des foyers, travailler ensemble, embaucher des gens, sortir un camarade de la panade, se rencontrer, vivre entre blancs, retrouver la France et l'Europe que nous voulons, ne pas être dans la complainte mais dans l'action. Tout ça fonde la ligne Suavelos, comme au fond tout le monde le sait, puisque c'est le point de départ de Suavelos, et il n'y aura pas de variante en réalité. Il n'y aura pas d'évolution à ce sujet. Simplement, il sera nécessaire de reparler des fondamentaux et puis de régler des problèmes de casuistique, c'est-à-dire et si, un peu comme dans les cours de SERP, et si il y a ceci, et si il y a cela, et si un type quitte le navire, et si patati patala. Bon, tout ça, c'est le destin de tous les groupes humains, donc c'est une très bonne chose que nous soyons confrontés à des problèmes, parce que déjà, ça veut dire que nous existons. Ensuite, qu'il y ait des phases d'élagage, bon, ça s'appelle la vie des groupes, hein. Il y a le printemps, et puis il y a l'hiver, c'est normal. Donc par moment, on sera heureux d'engranger des inscrits, et puis par moment, on se dira, bah tiens, c'est dommage, un tel nous a quittés.
Est-ce que c'est définitif ou momentané? Ça, je ne sais pas plus que vous, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on soit attristé, qu'on ait des réactions émotionnelles sur des départs, par exemple. Après viennent les sujets de fond, les sujets idéologiques, que ce soit le féminisme, que ce soit d'autres thématiques. À vrai dire, Suavelos n'a pas une vocation durable à traiter de ces sujets, même si il y aura des lignes de fracture, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Suavelos, il y aura des riches et des pauvres. Il y aura des gens plus individualistes que d'autres, plus travailleurs que d'autres, et donc, à nouveau, ces lignes de fracture, il faudra les endurer, y résister relativement. Donc il arrivera à Suavelos ce qu'il arrive à tous les groupes humains, il n'y aura pas d'exception absolue, c'est-à-dire qu'en gros, la réalité n'est jamais le lieu de la satisfaction absolue. Quand on sait ça, on est mature. Voilà. Quand on cherche la satisfaction totale, qu'on est très vite frustré de ne pas voir exactement ce que l'on veut, de ne pas avoir tout de suite, on est un enfant. Donc, ayant dit ça, je pense que moi, mon rôle s'arrête là. Rappeler les fondamentaux, dire que la maturité des individus, surtout des cadres, font de la maturité des groupes. Et puis après, la force des vieilles maisons, c'est qu'elles ont traversé des tempêtes. Suavelos est une entité jeune, mais qui a pour elle l'avantage de s'appuyer sur l'antique conscience de la race, qui a fondé des empires. Donc, même si le nom est nouveau, la thématique qui nous réunit, elle est ancienne, elle est forte, et qu'on ne vienne pas nous dire « ouais, mais il y a déjà des groupes de blancs qui préexistent », oui, mais qui ne se sont pas fondés sur ce thème-là. Nous, c'est notre pierre fondatrice. D'ailleurs, tu l'avais dit la dernière fois, je vais rebondir sur ce que tu avais dit la dernière fois, il me semble, que Rome, justement, avait péri, justement, en vouloir à tout prix le multiculturalisme et de vouloir protéger la cité avec des gens qui parlaient à peine la langue. Donc, à un moment donné, comment tu veux gérer une cité si déjà tu ne te sens pas lié et affilié à la personne qui est de l'autre côté de ton habitation? Donc moi je dirais que s'il y a un truc que je voudrais rebondir, je trouve très intéressant au niveau Suavelos, il faut oublier, non, je me rapproche un peu, il faut plutôt garder ce qu'il nous a apporté. Par exemple, si je dis Pierre San Giorgio m'a apporté telle chose, par exemple, par rapport à survivre à des fondements économiques, Conversano m'a apporté telle et telle chose, comment je vais dire, Yann Mercado m'a apporté telle ou telle chose. Il ne faut pas après essayer de politiser Suavelos. C'est-à-dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais tout le monde peut avoir des avis différents, on s'en fiche. L'important c'est le communautarisme et je veux dire, on n'a pas à faire notre femme en disant oui, mais celui-là, non, c'est voilà, il y a un but et le but est plus fort que les idées, même voire nauséabondes de certains. L'important c'est le résultat. Le résultat, c'est est-ce que par exemple, si admettons je suis en total désaccord avec Saint-Claude ou Camarade Jean ou Yann Mercado, est-ce que Yann Mercado ou Camarade Jean vont ramener, eux, vu que c'est les têtes d'affiche, on va dire, vont ramener plus de personnes que moi, ma petite personne qui va dire ouais, mais c'est pas bien, tout le monde devrait avoir la même chose. Oui. Donc il faut accepter que chacun est différent, parce que déjà au niveau sociologique, au niveau même niveau social, c'est pas forcément les mêmes castes. Donc il faut accepter tout le monde pour savoir que justement c'est la chose qu'on n'a pas encore eue avec les partis politiques. Et qu'on a maintenant avec Suavelos, c'est que l'important c'est justement d'avoir les riches d'un côté, les pauvres, des gens qui sont plutôt cultivés, des gens qui sont moins cultivés, qui sont plutôt prolétaires, et justement et de se dire que tout ce qu'on veut c'est pouvoir survivre, et survivre il faut être un minimum comment je veux dire, communautariste. Moi je dirais que ce qui est important c'est de ne pas confondre Suavelos en tant qu'organe de communautarisation, notamment le forum, et on va dire le blog Suavelos, le site Suavelos, qui va faire des articles qui finalement, même si on est à peu près, les fois sur une ça diverge, mais qui n'engagent que leur auteur. Je sais qu'il y en a par exemple,
certains sont partis ou alors vont dire Savelos c'est comme ça parce qu'ils ne sont pas d'accord avec, avec les articles de Yann Mercado qui publie sur Savelos. Alors ça pose problème. Il faut aussi comprendre que Savelos c'est un collectif, comme on l'a déjà dit. Il y a plusieurs individus, il y a plusieurs tendances, et que ce n'est pas parce que vous n'avez pas été d'accord à un moment donné tel avec ce qu'a dit machin qui est à Savelos que Savelos n'est pas fait pour vous. On prend tous les blancs, toute tendance, enfin, faut être un peu nationaliste quand même, il faut avoir une conscience raciale, mais voilà, nous, Faut pas être c'est affilié à ça, ER. oui. À moins que vous soyez AER, mais que vous ayez une conscience raciale, enfin, ça Non, m'étonnerait, mais... Les incompatibilités existent, bien Oui. sûr. mais Mais enfin, c'est quand même, je veux dire, on a su accueillir quand même beaucoup de gens. Moi qui suis un transsexuel congolais sataniste, je peux en attester. c'est ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi ce qui fait notre force. Le fait qu'on ait une diversité d'opinions, qu'il y ait des gens, par exemple, qui soient plus conservateurs et d'autres qui soient plus progressistes, même au sens sociétal. Et qu'on soit tous là en train de se poser la question, finalement, qu'est-ce qui est bon pour nous, les Blancs? Ce qui est bien, c'est que le progressisme devient à nouveau racialiste, parce que quand on voit l'état du progressisme que nous propose le Parti Oui. Socialiste depuis 30-40 ans, bah on se dit, ah ben en fait, merde, putain, mais le progressisme, en fait, c'est de droite. Bah, non, mais chose que beaucoup de gens ne savaient pas, moi-même. C'est vrai qu'on arrive à un tournant où en fait l'islamisme, enfin l'islam politique prend de plus en plus de poids, au point où finalement, quand on revient à une pensée qu'on peut appeler libertaire, finalement, on devient de fait raciste. Tu vois, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui dans nos milieux, on a ces divergences, mais au final c'est des broutilles. Je voudrais ramener un peu d'autoritarisme dans le débat, parce qu'en fait, quand on va regarder l'évolution concrète du mouvement, il va s'avérer que les gens qui seront statistiquement le plus présents aux événements seront plutôt des gens de sensibilité d'extrême droite, c'est-à-dire des autoritaires qui veulent un chef, pas des démocrates. Sur le plan des valeurs, ce sera plutôt des conservateurs qu'on retrouvera, pas que des conservateurs, il y aura des gens qui seront un peu progressiste aussi. Il en faut, hein. Faut aussi comprendre une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir des rigidités mentales quand on forme un groupe. Donc, les gens les plus intelligents seront ceux qui feront preuve de la plus grande souplesse mentale parce qu'ils ne se sentiront pas menacés par la relative diversité des opinions. Il ne faut quand même pas non plus déconner. Les opinions, quand on dit qu'elles sont diverses dans un certain enclos idéologique en réalité. Parce que les groupes ne peuvent pas non plus avoir une amplitude idéologique qui est si grande que ça. Mais quand on va regarder, en gros, qui produit du contenu sur Internet, qui vient au rendez-vous, qui est capable, qui est force de proposition, qui est force de structure, qui peut par exemple organiser des choses, vous allez voir qu'il y a des grandes tendances. Ceux qui viennent, par exemple, du monde militaire seront les plus faciles, militaires, alors ça va être police, soldats, etc., seront les plus faciles à mobiliser sur le long terme, qui seront réguliers. Enfin, c'est une tendance. Hein. Ceux qui vont avoir des compétences à mettre sur Internet, bah, ça sera ceux qui auront justement une certaine aisance technique à ce niveau-là. On va voir se structurer les choses en fonction des aptitudes, en fonction du passé, pardon. Le groupe Soavelos va se structurer de façon assez classique, comme tous les groupes finissent par se structurer. Notre but, c'est d'incarner un vaisseau racial, de durer, de traverser le 21e siècle, de garder le cap. Et puis, comme tout ce qui existe, c'est de persévérer dans l'être. Notre raison d'être, c'est d'être, tout simplement. Maintenant que nous commençons à exister en tant que blancs, il est tout à fait normal que nous affrontions des petites... Soavelos, c'est un bébé, il est normal qu'il ait les dents qui poussent, il est normal qu'il ait des petits moments de fièvre, et puis ça va devenir un enfant, et puis ça va devenir un ado, un adulte, etc. Bref, je fais des métaphores excessives peut-être parce que j'ai un BEP en métaphore. Donc c'est vrai que c'est ton genre, ça, tu es beaucoup de métaphores, mais c'est un de fabrique. Ce n'est pas pour déplaire, c'est bon, écoute, une vision... Écoute, c'est gentil, mais l'idée c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter du fait qu'il y ait des petits
des petits moments comme ça des gens par exemple qui partent de Swavelos, c'est la normalité, ça s'inscrit absolument dans la normalité. Et évidemment, il est normal aussi que nos adversaires, plus ou moins avoués, je n'en dirai pas plus, fassent mine de s'en réjouir ou fassent semblant sur un ton faussement ingénu de s'interroger là-dessus, et parfois relaient certains départs, alors que l'événement en soi ne le mériterait pas. Bah, moi d'ailleurs, je vais faire un petit coup de gueule là-dessus, et puis je vais essayer d'expliquer un peu l'aspect ridicule de ça, de certains qui ont quitté l'aventure Swavelos, sachant qu'en général, ceux qui nous ont quittés sont vraiment conscientisés au niveau racialiste. Donc, quand on entend une personne comme, je vais citer, mais vraiment, c'est vraiment sans haine, sans rancœur, comme le puceau frustré ou je sais plus qui, Tim, ouais, voilà, qui font des vidéos pour expliquer, voilà, nanani, moi j'avais telle vision, tout ça. Swavelos, c'est pas pour les autres que vous le faites. Quand vous faites des podcasts, c'est pas pour les autres. Déjà, principalement, c'est pour vous. C'est-à-dire que, comme l'explique Timothée, le vaisseau racial, c'est votre lignée qui est en jeu dans la balance. Donc, quand vous faites des vidéos, que vous essayez de faire progresser le bien, c'est-à-dire nous, on est du côté des gentils dans l'histoire, c'est que vous parlez pour votre propre paroisse. Donc, c'est-à-dire que vous essayez de convaincre des gens pour vous aider à survivre. Donc, si vous tirez sur Yann Marcado, par exemple, qui va être plus du côté la pratique au niveau armé, Camaran de Jean, tout ça, enfin, chacun sa spécificité, à partir du moment où vous dites « Oui, mais je suis pas d'accord avec lui !» Oui, mais lui, il a une certaine... il a une voix qui porte sur des sujets que peut-être toi tu ne maîtrises pas ou t'es pas en accord, on s'en fiche, mais ça a motivé d'autres personnes à nous rejoindre. Donc je trouve ces gens-là, en fait, quand vous faites une vidéo, je trouve déjà la moindre des choses ce serait de ne même pas faire de vidéo. Si moi j'ai envie de quitter je sais pas, n'importe quelle structure, je ne suis plus en accord, je pars, voilà, point barre. Alors ça, ça s'appelle de l'ego, et il y a un gros problème au niveau de Swavelos chez certaines personnes, c'est justement l'ego. À un moment donné, voilà, vous faites des podcasts, c'est bien, vous faites des vues, c'est tout, c'est ce que vous êtes, vous êtes juste un grain de sable parmi la plage. Donc à un moment donné, c'est à vous de savoir si vous voulez plus qu'un bac à sable à la con, ou si vous voulez, voilà, vous voulez être... Tiens, moi aussi, je me mets à faire des métaphores. Ah ouais, voilà, le but, il est là. Le but, c'est pas vous-même, mais c'est la communauté. Donc voilà, je sais pas, est-ce que tu veux enchaîner sur... Non, moi je pense qu'on a fait le tour. Voilà, fait le tour. Je pense que les autres sujets, on reviendra un peu plus tard sur ça. Déjà, on va mettre avant de dire au revoir, on va mettre une petite page de publicité. Et puis après, on va voir qu'est-ce qu'on fait de vrai.
donc, on va passer à la fameuse carte blanche. Donc voilà, pour vous expliquer, hein. Chacun va faire des tours pour pouvoir voilà, aborder différentes idées sur les futures choses à venir et leur vision et peut-être des podcasts, des sujets sur des futurs podcasts, tout ça. Enfin voilà. Donc, eh ben, on va parler avec Timothée sur le camp, bien sûr, le fameux camp Edelweiss. Alors, savoir la progression. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'année dernière comment ça s'était passé, comment ça va se passer cette année? Est-ce que ça a évolué au niveau du nombre de personnes? Voilà, quelle tête d'affiche il y aura peut-être, je ne sais pas, ce que vous comptez y faire, bien sûr, en résumant, en faisant concis. Voilà. Alors, cette année, on reçoit des VIP. On aura Rokhaya Diallo et Ouria Boutelja qui seront avec nous. Non, plus sérieusement, l'année dernière, on était une vingtaine. Cette année, on sera 60. Voilà. Donc, il y a si ça trie tous les ans, c'est bien. Oui, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et donc, le projet d'un village de 300, village virtuel, qu'on destine à, on espère devenir un jour un village réel. À ce rythme-là, bon, bah, on va l'atteindre, notre objectif. Ça, c'était pour la partie chiffrée. Et puis, bon, je redis à nouveau 2 mots sur l'ambiance l'année dernière. En gros, c'est assez simple. Hein, pas mal de gens du camp sont devenus des amis, pas seulement des copains. Bon, je ne sais pas si vous voyez l'intérêt qu'il y a à se faire des amis fiables, des vrais amis, hein. Les fameux qu'on compte sur les doigts d'une main, dans un milieu racialiste. Bon, moi j'en vois l'intérêt, j'encourage tous les militants convaincus à sortir de la bulle Internet, qui est une sorte de marécage qui nous happe et dont il est parfois difficile de sortir, à venir dans le communautarisme actif et dans la blanc-maçonnerie, parce que moi, en 1 an, ça a fait une différence. Concrètement, je voyage partout en France et j'ai tout le temps quelqu'un qui m'héberge. Et pas seulement qui m'héberge, en général, quelqu'un avec qui j'ai des affinités et quelqu'un que j'ai envie de revoir. Donc, ça m'ouvre plein d'opportunités, pas à moi seulement. En fait, c'est très simple. Pour vous dire l'intérêt de la chose, à partir de l'année prochaine, il ne sera plus possible de venir au camp Edelweiss sans être coopté par un ancien du camp. Voilà. Parce que l'intérêt est tout simplement évident. Et moi, je ne veux plus avoir à en faire la publicité. C'est-à-dire, si vous êtes un blanc conscient et éveillé, vous avez compris quel en était l'intérêt. Vous voyez des communautés hostiles qui fonctionnent mieux que les individus blancs en France. Si vous avez besoin qu'on vous réexplique l'intérêt du communautarisme, retournez au vestiaire. Là, les choses sont trop évidentes, la catastrophe est trop avancée. Le communautarisme réel, la liste des avantages est interminable. Donc, vous avez l'univers Internet dans lequel vous pouvez avoir de la catharsis, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous lâcher, entendre les mots interdits, voilà, ok, très bien. La bulle Internet, quoi. Mais après, il y a la vie. La vie, c'est, une fois que vous avez dit nègre 300 fois et bougnoul 800 fois, y a-t-il quelqu'un qui va venir si votre fils se fait racketter et que les flics s'en foutent? Si vous n'êtes dans aucune communauté, moi, la réponse, elle est un peu incertaine. Hein. Ou alors, elle est certainement négative. Notre idée, c'est que... alors, c'est pas seulement sur ce type de problème. Hein, il peut y avoir d'autres problématiques de vie, plein d'autres. Hein, et même des toutes bêtes. Du coup de main au coup de pouce financier, jusqu'à l'embauche, jusqu'à la rencontre, ça peut être le déménagement, ça peut être... par exemple, moi, c'est très simple. Est-ce que vous connaissez des médecins racialistes? Est-ce que vous connaissez des avocats racialistes? Est-ce que vous connaissez des chauffeurs de poids lourds, alors, d'autres catégories sociales racialistes? Est-ce que vous connaissez, je sais pas, moi je connais. Moi j'ai des noms à vous donner. Enfin, je vous en donnerai pas bien sûr, du moins pas à l'antenne, mais je les connais. Si demain j'en ai besoin, j'en ai. Est-ce que vous connaissez un garagiste racialiste? Moi oui. Donc ça fait déjà un toubib, un avocat, un garagiste. C'est sympa quand même. D'accord? Quand vous êtes franc-mac, vous avez tout ça. Moi, je connais des flics racialistes.
d'accord. Je connais même des francs-macs racialistes, d'accord. Ça commence à devenir intéressant. Si vous ne voyez pas l'intérêt, ne nous rejoignez pas. Voilà, moi j'en vois l'intérêt, plein de gens en voient l'intérêt. Dès l'année prochaine, le camp Edelweiss, c'est que par cooptation. Dépêchez-vous. Voilà. Tu oublies aussi de signaler que dans 2 ans, donc pas cette année parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, notamment, on le dit vite fait, mais par rapport au CERP, il y aura les nouvelles techniques au niveau armement, au niveau de maniement de l'épée de bois, je sais pas, tu l'as appelé, tu as un nom? Oui, alors en fait, il s'agit du maniement des armes blanches qu'on va mettre en place, mais bon, ça c'est encore, c'est encore un à côté, peut-être, c'était pour rebondir pour l'Edelweiss qui sera biannuel à partir de 2 ans. Dans 2 ans, effectivement, on aura 2 camps Edelweiss, un en été, un en hiver, et celui d'été sera assez orienté survivalisme, et puis pas mal d'autres thématiques en fait, mais... Alors c'est pour ça, s'il y a des racialistes qui en hiver possèdent... Blanc, par contre. Blanc, Hein, oui, normal. de fait. Qui nous ressemble un petit peu quand même. S'il pourrait y avoir d'autres lieux, parce que ça va peut-être pas être dans le même lieu que celui-là d'en été. Non, on va changer, voilà. S'il y a des gens qui sont qui seraient ok pour en fait, coopter cette... on change parce que les mairies se battent pour nous avoir, tout simplement. Voilà, dès qu'elles entendent parler d'un camp racialiste blanc, elles se disent mais comment ne l'ai-je pas je vous veux dans mon équipe. Voilà, I want you for Si, soit chaud. for White Power 2022. Ok. Bon. Je pense qu'on a fait le tour concernant Edelweiss. Est-ce que tu voulais... Voilà, alors ton petit dernier mot Moi, j'avais pas spécialement de dernier mot à dire. Sinon, si, je voulais juste dire un truc. On devra le faire peut-être dans une prochaine émission. Mais quand vous postez et tout sur Internet, que vous êtes actif, pensez quand même à utiliser un VPN. Ah oui. Et oui, parce que ça paraît pas grand-chose, mais voilà, si... Oui. Tu m'avais parlé de Signal ou de... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les messageries chiffrées. Mais on parle de VPN, c'est-à-dire c'est simplement pour camoufler votre IP direct, en gros. Enfin, ce qui camoufle l'IP qui est envoyé au site. Voilà, ce qui permet d'éviter plusieurs soucis qui peuvent arriver, qui arrivent beaucoup à l'étranger, en Europe. Je sais qu'en Belgique, par exemple, il y a eu des soucis comme ça de militants Internet. En France, pas encore, mais ça risque d'arriver, donc on en reparlera dans une autre émission, mais voilà, c'est un petit conseil que je vous dis. Sinon, je vous dis rendez-vous au camp Edelweiss de cet été, où j'y serai. Voilà. Samuel, un petit dernier mot? Moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part te remercier de m'inviter à chaque fois. Il pas très invité. Ravi d'avoir parlé de ton côté musical, oui, très intéressant. Puis merci à Dorfi et puis à Timothée aussi. Écoutez, en dernier mot... Grâce à vous, je suis là, ça fait pas très longtemps que je suis là, du coup j'apprends pas mal de choses en fait. Donc voilà, c'est tout. Ah oui, tiens, en parlant de ça... Si je parle pas beaucoup, j'écoute et j'apprends. Vite fait, pour finir, par rapport au podcast, utilisez, parce que en pensant à Samuel, j'ai pensé à ça, je dirais pas quel métier il fait, utilisez les personnes que vous connaissez, admettons que vous connaissez un plombier, utilisez ceux que vous connaissez qui sont racialistes pour leur donner de l'argent en plus, essayez de communautariser, mais dans la vie réelle, c'est-à-dire dès que vous connaissez quelqu'un qui maîtrise un corps de métier, faites-le travailler, voilà. Faites-le travailler, même si, admettons, je sais pas, vous n'avez pas beaucoup de moyens et que, par exemple, je sais pas, vous lui donnez 3 ou 4 chèques et tu dis, est-ce que ça t'arrangerait? Je te paye, mais voilà, sur 4 ou 5 mois. Et si lui, il dit, oui, par exemple, mais en hiver, j'ai pas trop de boulot, je peux te faire ça en hiver. Comme ça arrange les deux parties. Donc voilà, essayez de trouver des façons de faire travailler ceux que vous connaissez. Moi, je connais une prostituée racialiste qui prend les tickets resto et c'est toujours intéressant. Voilà. En mot de la fin, donc je dirais, je quitte Suavelos. Non, je rigole. Non, je vous remercie également de nous recevoir pour ce podcast, avec qui je souhaite beaucoup de succès. Et puis, longue vie à nous, vive les Blancs. Voilà. Et Sagara, bien sûr. Sagara, écoutez, vous étiez chez Suavelos Normandie. Vous étiez en compagnie de Samuel
Oui, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas quoi dire. Faut déjà Voilà, regarder le Timothée écran. Borgens, vous pouvez retrouver sa chaîne, hein, Timothée Borgens sur YouTube. Et bien sûr, BioKSS, je vous dis à la prochaine, au mois prochain les gars, salut!